Non, la crise du Covid-19 n'a fait qu'accélérer des tendances qui étaient à l'œuvre depuis d'ailleurs assez longtemps. La pandémie s'est inscrite dans une phase d'essoufflement de la mondialisation qui avait été déclenchée par la montée de certaines interrogations, de certains doutes sur les bienfaits de la mondialisation. Tout d'abord, la mondialisation avait certes permis le développement de certaines économies en facilitant leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, mais elle avait aussi creusé certaines inégalités entre les acteurs qui pouvaient tirer parti de la mondialisation et ceux qui en étaient exclus. Et ça se jouait à la fois au niveau des États, entre certains travailleurs qui pouvaient bénéficier de la mondialisation et d'autres pas, mais aussi entre les pays, certains étant intégrés dans la mondialisation et d'autres pas. Donc creusement des inégalités et interrogations sur les bienfaits. Et puis par ailleurs, certaines désillusions aussi avaient émergé sur le caractère pacificateur de la mondialisation. Avec le resserrement des interdépendances, on pensait que les risques de conflit étaient éliminés ou en tout cas atténués. Or, ce que l'on a observé, c'est qu'en réalité, ce resserrement des interdépendances pouvait être instrumentalisé, utilisé à des fins coercitives par exemple. Donc là aussi, des illusions. Et donc on avait un certain nombre d'interrogations. Finalement, cette mondialisation, c'est peut-être pas aussi extraordinaire que ça. La pandémie et la crise économique qu'elle a déclenchée a accru les incertitudes sur les bienfaits de la mondialisation en mettant en évidence certaines vulnérabilités associées à ces chaînes de valeur. On s'est rendu compte que ces chaînes de valeur hyper fragmentées étaient source de vulnérabilité. Et en réalité, on a désormais un nouvel arbitrage qui se fait entre la sécurité économique et l'efficacité. Et on s'est rendu compte que la recherche de l'efficacité pouvait se faire au détriment de la sécurité. Et ça, c'est une nouvelle interrogation qui a émergé avec cette crise du Covid-19. Pour ce qui concerne le retour des États, il faut en fait distinguer deux échelles de temps. Dans le cadre de cette crise du Covid-19, on a eu dans un premier temps une intervention très importante des États sous la forme de mesures protectionnistes. Il s'est agi par exemple de limiter les exportations et on a craint que ça soit le début d'une nouvelle ère de protectionnisme. En réalité, on s'est rendu compte que c'était une évolution qui ne se confirmait pas vraiment. Par contre, dans une période de temps un peu plus longue, ce qu'on a observé, c'est un interventionnisme d'État beaucoup plus important. Et cet interventionnisme, il passe en particulier par des incitations, éventuellement financières d'ailleurs, à la relocalisation de la production. Ça a été le cas par exemple au Japon ou en Corée, où les gouvernements ont incité les entreprises à revenir s'installer au Japon ou en Corée, ou à s'installer ailleurs qu'en Chine. Mais plus fondamentalement, il me semble que ce qui apparaît désormais, c'est une intervention de l'État pour mettre en avant la recherche de la sécurité économique. Donc l'arbitrage entre sécurité et efficacité est revu par les États et ils incitent les entreprises à mettre l'accent beaucoup plus fortement sur cet objectif de sécurité plutôt que sur l'objectif d'efficacité. Et c'est par ce biais-là que les États interviennent dans le jeu économique. On a une intervention qui est beaucoup plus importante que par le passé, une incitation très forte à ce que les entreprises revoient complètement leurs calculs. Et il me semble que ça va être ça, l'interventionnisme d'État le plus important. Sur cette question de l'organisation des chaînes de valeur dans la période d'après-Covid, les avis sont partagés. Certains estiment qu'on va avoir des relocalisations massives, c'est-à-dire que les chaînes de valeur hyper fragmentées, c'en est fini, et on va beaucoup plus produire à la maison, en quelque sorte. Je ne suis pas sûr qu'en réalité, ces relocalisations soient aussi massives que ça, parce que l'impératif d'efficacité demeure pour les entreprises. Donc en réalité, tout dépend un peu du secteur. Dans certains secteurs, l'efficacité passera toujours par des délocalisations. Et la relocalisation est simplement inenvisageable parce que trop coûteuse. Dans d'autres secteurs, où en réalité le facteur coût est moins important, là on peut très bien avoir des relocalisations. Mais on aura peut-être aussi, et c'est à mon avis beaucoup plus important, une réorganisation de ces chaînes de valeur avec le recours à des nouvelles technologies,
Par exemple, l'utilisation de robots beaucoup plus systématiques. C'était une option qui, par le passé, n'était pas économique et qui va se révéler être économique. Donc on aura une réorganisation de cette manière-là, avec un recours à des technologies alternatives qui n'étaient pas possibles par le passé. Mais un autre changement très important tient aussi, à mon sens, à la définition nouvelle des avantages comparatifs. Et là, dans ces avantages comparatifs, maintenant, joue le rôle des institutions. Les institutions pèsent lourd, la qualité de ces institutions pèse lourd, et on va avoir recours à certains partenaires plutôt qu'à d'autres, car certains partenaires sont plus fiables que d'autres. Et donc dans le choix des partenaires, dans l'organisation de ces chaînes de valeur, on va favoriser certains partenaires fiables, dans lesquels on a confiance parce qu'ils partagent les mêmes valeurs, au détriment d'autres que l'on estime peu fiables et qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Donc en réalité, cette organisation des chaînes de valeur va se caler sur des facteurs qui ne sont plus exclusivement des facteurs coûts, ou en tout cas des facteurs coûts élargis dans lesquels la qualité des institutions va peser assez lourd. Donc on va assister vraisemblablement à une certaine démondialisation, une réduction de la fragmentation des chaînes de valeur, mais surtout une réorganisation sur des bases assez nouvelles. Et on aura en réalité, dans le jeu maintenant, une importance beaucoup plus grande des facteurs géopolitiques au détriment des facteurs strictement économiques. Alors tout cela risque d'avoir un impact sur les prix, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien saisi l'ampleur de l'impact sur les prix que tout cela peut avoir, mais ça c'est une autre histoire.